En 1929, le parlant arrive. Dans les pays où on commence à penser à l'adopter ou à l'adopter, une certaine crise a lieu. D'abord, il y a des gens de cinéma qui disent « le parlant va tuer le cinéma, cette beauté de musique par image et tout, ces lumières, cette façon de jouer du montage où tout est compris sans qu'un mot soit dit. » Bon. Et d'un autre côté, d'autres disent « au contraire, ça va apporter beaucoup plus, le son et tout ça et tout, les paroles. » Bon. Hitchcock, lui, ne donne pas sa position, mais il a un film à faire. Après The Manxman, il va tourner une pièce policière de Charles Bennett. Bennett qui deviendra un collaborateur très important d'Hitchcock jusque dans les années 40 d'ailleurs. Bon, il doit tourner cette pièce de Bennett, Chantage, Blackmail, qui a eu un succès l'année précédente à Londres. Il se doute que le film qu'il doit commencer en muet va risquer, il y a plein de chances qu'on va lui demander d'en faire une version parlante ou disons de le retourner en parlant. Il sent ça. Et pendant tout le tournage, il s'arrange donc pour tourner d'une manière où il pourra, sans trop de complications, transformer ce film muet en film parlant. Il y a des plans où il s'arrange pour que les personnages, on ne voit pas leur bouche, donc on pourra mettre du son off. Et il travaille vraiment très, très précisément ça, à tel point que lorsqu'on lui dit en effet il faut faire Blackmail en parlant, eh ben, il a que ce qu'on appelle des retakes à faire. Il refait des plans, il refait des séquences. À ce niveau-là, il se met à penser dessus avec le son, d'ailleurs, très très fort. Et il a beaucoup de grandes trouvailles qui viendront par le son. Des trouvailles extraordinaires. C'est ainsi que, puisqu'il doit doubler Annie Ondra, qui avait été son actrice de Manxman et qu'il avait repris pour la version muette de Blackmail, donc il vient garder pour la version parlante, mais qu'elle a un accent abominable. Et il a fait un essai avec elle, assez rigolo, on a retrouvé l'essai, où il a beau dire des blagues libidineuses, la faire rire, la détendre et tout, son accent n'est pas possible pour jouer une cockney. Bon, donc, il ne veut pas retourner toutes les scènes où elle est là, non plus. Donc, il ne peut pas la cacher tout le temps quand elle doit parler dans le parlant. Donc, il demande à une actrice du studio, Joan Barry, de la doubler. Mais à l'époque, le doublage n'existe pas encore vraiment. On n'est pas encore à la post-synchronisation. Alors, ça va se faire de la manière suivante, c'est que la caméra filmera Annie Ondra, et à côté de la caméra, devant un micro, John Barry dira le texte, et Annie Ondra fera semblant de dire le texte, sans le prononcer. Ce qui crée parfois des décalages assez curieux et assez intéressants. Mais ce qui pourrait être maladroit là ne l'est pas par ailleurs. Sur le son, il y a un travail extraordinaire, il y a des scènes spectaculaires. Et d'ailleurs, c'est le film où Hitchcock commence les scènes spectaculaires et l'idée du suspense. Très très fort. En plus, c'est le film où il comprend que la veine policière est peut-être sa meilleure. Il avait déjà eu du succès avec The Lodger et cette fois-ci, ça marchera aussi. Donc, dans les coups spectaculaires du son, il y a des idées comme, par exemple, un mot répété. C'est la scène célèbre du knife, le couteau. Elle a tué quelqu'un avec un couteau, alors quelqu'un parle, et peu à peu on n'entend plus la voix de la personne qui parle, on entend que le mot couteau qui revient, comme pour donner des coups de couteau dans la tête de la femme qui a tué, parce qu'elle a tué. Car l'histoire, c'est une histoire très Hitchcockienne, où il y a le secret et le couple. Hein. Bon, c'est le secret ou l'enfant. Là, c'est un couple, une femme est fiancée d'un policier, elle lui ment. Elle dit qu'elle rentre chez elle et tout. Alors en fait, elle a rendez-vous avec un autre homme qui est peintre et qui, soi-disant, la drague un peu, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il veut la violer. Elle ne se laisse pas faire. Elle le tue. Elle s'enfuit. Quelqu'un l'a vue. C'est le policier qui est son fiancé qui doit faire l'enquête. Le maître chanteur arrive, celui qui les a vus, veut faire chanter le couple. Le couple connaît donc le secret. Le policier ne veut pas dénoncer sa femme parce que c'est elle qu'il aime. Le maître chanteur menace de les dénoncer tous les deux, et finalement le destin va s'en mêler. Et peu à peu, le destin va les sauver, en quelque sorte, vu que lors d'une suite dans le British Museum, eh bien, le maître chanteur va tomber d'une verrière et va mourir. Et on dira que c'était lui l'assassin. Simplement, à la fin, le couple s'en va avec une culpabilité énorme dans la tête, parce qu'en fait, c'est un film d'une immoralité totale. C'est un film où la coupable n'est pas punie, en fait. Bon. Mais ce couple est réuni par le secret comme une chose terrible, comme une chose qui les enferme. Et là-dessus, Hitchcock va très 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 loin, parce que tout le rapport de sensualité du film est fait sur le montré, le caché, le dit et le non-dit. On a beaucoup parlé de la scène, j'en ai parlé de Knife, couteau, de la grande scène du British Museum où il ne pouvait pas tourner à l'intérieur, et avec le Prodé Shuftan, on a gratté des miroirs et tout pour des reflets de choses pour le tourner en studio. C'est très 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 virtuose. Mais en fait, je pense, moi, que la scène peut-être la plus belle du film, c'est la scène du meurtre.
car dans cette scène du meurtre où l'amant tentateur chante une chanson grivoise et pendant il demande à la jeune femme de mettre un tutu et qu'en fait il lui vole ses vêtements et il essaie de la violer, il la précipite dans le lit derrière le rideau. On voit le rideau bouger, on voit une main attraper un couteau, on voit le rideau qui bouge, et finalement on voit sortir celle qu'a tuée. Et là on est dans quelque chose que le muet savait avec une lenteur extraordinaire, et la mort a frappé. Et on voit que Hitchcock sait très très bien faire du montage, c'est-à-dire des plans qui succèdent très vite pour donner un tempo, mais il sait faire ce qu'il y a de plus difficile, ce qu'on appelle le plan séquence. C'est des longs plans où la caméra ne bouge presque pas et où simplement le silence et ce qu'il n'y a pas dans le plan, ce qu'on ne voit pas, devient plus inquiétant que ce qu'on voit. Non pas l'ellipse d'une scène à une autre, mais l'ellipse dans le même plan, ou si vous voulez, le montage dans le même plan. Et là, c'est un brio énorme, et c'est quelque chose qu'il reprendra souvent par la suite. Il n'y a pas de problème. Blackmail, c'est vraiment la matrice presque quasi définitive de tout ce qui sera le grand cinéma d'Hitchcock qui éclatera dans les années qui suivront.